Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui M. Abskit Hamani, docteur en sciences économiques et consultant dans la promotion en Afrique, en Europe et en Méditerranée. Commençons par le volet politique. Dans le projet de constitution consultable sur le site officiel de la NAVAD, il est sujet d'un système fédéral pour la Kabylie. M. Hamani, êtes-vous en phase avec cette approche ou qu'en pensez-vous? Azoul, merci pour cette invitation. Alors, moi, ma spécialité, enfin plutôt mes recherches académiques, scientifiques, ont porté beaucoup plus sur l'économie, sur les questions de développement. Et bien évidemment, il y a quelque chose de particulier qui m'a toujours passionné, c'est la question, la place des minorités face aux majorités. Ça, c'est une problématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qu'il s'agisse de la minorité juive, protestante, noire, etc. Et bien évidemment, et naturellement, la minorité agissante, la minorité dynamique, kabyle, à travers l'histoire et à la recherche de son destin. Je dirais que le volet fédéral, ce serait quelque chose de très intéressant et de recommandable et recommandé pour tous les États africains, etc., qui sont confrontés à une certaine étendue du pays. Quand tu regardes aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, la Russie, le Congo, tous ces grands pays, l'Australie, etc., ils sont tous dans une organisation fédérale. Ce qui est logique et normal, parce que tu ne peux pas, à partir d'une ville, contrôler des espaces 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois la France. C'est pas sérieux. C'est pas démocratique. C'est même méprisant pour les populations de l'intérieur. Donc oui, si l'Algérie était gérée par des gens intelligents, on aurait dû, dès le départ, appliquer, mis en place le fédéralisme. Le fédéralisme aurait été, dans ce pays comme l'Algérie, une des solutions qui aurait pu résoudre tous les problèmes. Or, on a constaté quoi? On a un régime qui a tout simplement tout verrouillé, ni entendre de la démocratie, ni dans un état de droit, ni de fédéralisme, ni de quoi que ce soit. Alors, bien évidemment, les minorités, l'avantage des minorités, c'est qu'elles sont naturellement, dans la vie de tous les jours, des citoyens démocrates, républicains, je dirais même laïcs, des gens libres, et qui sont tout à fait compatibles avec le fédéralisme. Bien évidemment, je dirais, je suis d'accord avec l'approche d'un avenir très proche, je le souhaite, d'une Kabylie indépendante, d'une Kabylie libre, d'une Kabylie juste, d'une Kabylie fédérale, d'une Kabylie démocratique, qui va tout simplement et naturellement consacrer son retour dans le concert des nations comme une forme de renaissance. Parce que la Kabylie a toujours existé, a toujours eu son existence. On n'est pas, je veux dire, parler de séparatisme pour la Kabylie est une ineptie. Parler d'indépendance est une ineptie. C'est simplement, il y a eu, on peut en parler très longuement, l'histoire coloniale, l'histoire d'hier, l'histoire d'aujourd'hui, la Kabylie, c'est toujours, depuis la nuit des temps, c'est un État indépendant. Alors, le fédéralisme, bien évidemment, me paraît déjà, un, le plus approprié, et deux, le plus adéquat, le plus conforme à la mentalité des Kabyles, que je connais un peu. C'est-à-dire, ce que vous pourriez développer? Les Kabyles, ce sont des gens qui sont plutôt des gens de gestion publique et privée, qui sont des gens de gestion de proximité. Donc, et puis ils ont le malheur, ils ont la triste, je dirais, expérience des pays voisins
du centralisme républicain qui ont détruit leur identité, qui ont détruit leur potentialité, etc. Le Kabyle est quelqu'un de très proche de son activité. Ce sont des citoyens de proximité. Et donc, moi, quand j'ai regardé le sujet, ça me paraît tout à fait logique et intéressant. J'ai été même un peu plus loin. C'est que cet État fédéral kabyle peut être structuré autour de 5 États. D'accord ? Je pense, sauf s'il y a des adhésions futures, mais aujourd'hui, ethniquement, en termes d'authenticité, en termes de tous les éléments possibles, culturellement, moi je vois à l'heure actuelle 5 États. On peut avoir l'État de Djidjel, l'État de Bouira, l'État de Tizi, l'État de Vgaïth, la vallée, et l'État de Boumerdes. La première erreur à éviter, c'est de centraliser tout le pouvoir économique et politique, soit à Vgaïth, soit à Tizi, soit à Boumerdes, soit à Touverit. Ce serait dramatique. Et ce serait tout simplement la négation de tous les efforts d'un peuple qui a soif de démocratie, qui a soif de se prendre en charge, qui a soif, surtout parce que le fédéralisme, c'est un système politique qui permet d'exploiter au plus près les potentialités de chaque région. Exemple, moi je ferai par exemple de Djidjel, qui sera une des activités futures de l'État fédéral de la Kabylie, j'en ferai la capitale du tourisme. Pour une raison, c'est une position naturelle. D'accord ? On peut y faire un port, il y a le port, on peut faire un aéroport, etc. Je ferai de Bouira, Touverit, j'en ferai la capitale, une capitale académique de formation professionnelle, etc. Autrement dit, tout ce qui est formation. Je ferai de Tizi la capitale politique. Je ferai de Vgaïth, Bougie, je ferai la capitale économique et culturelle, de par son histoire. Et je ferai de Boumerdes, tout simplement, l'académie de recherche scientifique, parce qu'il y a un réservoir technique au niveau du gaz, au niveau de beaucoup de choses, etc. Vous savez, donc ces choix-là, ce ne sont pas des choix de hasard. Il y a des rentes de situation sur chaque ville qui permet à chaque ville de s'exploiter, de se développer et de préparer ce fédéralisme, bien évidemment, un drapeau, une armée, une monnaie, une langue, bien évidemment, qui va être le ciment de cet État fédéral, qui va donner à terme quoi ? Les États-Unis de la Kabylie. Alors justement, j'allais vous dire lors de nos différents échanges, vous évoquiez cette idée d'États-Unis de Kabylie, mais on pense forcément à l'espace géographique, on pense aux États-Unis d'Amérique, on se dit la Kabylie c'est une petite superficie par rapport aux États-Unis d'Amérique. Tu sais, ton histoire c'est comme si tu me dis, regarde les Suisses, c'est un petit peuple, comment ils sont grands ? Regarde les Serbes, c'est un petit peuple, et pourquoi ils sont grands ? Pourtant ce sont des petits pays. Regarde les Juifs, ils sont grands, ils sont dans un petit pays. Regarde les Japonais, ils sont sur une île, ils sont énormes. Donc l'intelligence, la perfection, l'excellence n'est pas liée à la taille. Il est lié à l'intelligence du peuple. Et la Kabylie est composée, de par sa diaspora, de par son peuple intérieur, etc., d'une très, très, très longue histoire de culture et de tradition. Je pourrais même vous dire que c'est la condition sine qua non de la réussite de cet État. Contrairement à tous les États, c'est un des rares pays qui a une histoire culturelle, scientifique, mémoriale, etc. pour construire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des Bédouins. Ce ne sont pas des gens qui sont venus de nulle part. Ils ont une mémoire, ils ont une histoire, ils ont une tradition, ils ont une culture, ils ont tout. Ils ont une civilisation millénaire. Et ça, ce ne sont pas des sables mouvants. Selon vous, quels seraient les piliers économiques de base pour une Kabylie indépendante ? Pour essayer vraiment de construire demain, dans les temps modernes, etc., moi je pense que la première richesse qu'un pays petit physiquement, mais grand, géant au niveau des cerveaux, c'est les ressources humaines.
On a des ressources humaines à l'intérieur du pays, mais surtout on a des ressources humaines pour des raisons historiques, pour des raisons factuelles, etc., à l'étranger. On doit avoir, vous êtes mieux placé que moi, on doit avoir 7 à 8 millions de Kabyles qui sont dans la diaspora répartis entre les États-Unis, le Canada, l'Europe, etc., etc., tous avec un savoir-faire inimaginable. S'ils rentrent tous demain, tu as besoin d'aucune main, ressources étrangères. Ça, c'est le premier truc, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle il faut travailler, ce sont les infrastructures. Ça, c'est primordial. En tant qu'expert du développement en Afrique, je conseille un certain nombre de présidents en Afrique. J'essaye de faire comprendre à tout le monde, avant tout développement, ce qui est important, c'est de travailler sur l'infrastructure. C'est-à-dire, je parle d'infrastructure au niveau des routes, au niveau marin, au niveau de l'aérien, au niveau du rail, la mobilité, la logistique pour bouger. Quand tu as cette condition d'infrastructure, de transport, c'est une des conditions sine qua non du développement. À cette deuxième condition, les ressources humaines, les infrastructures, ensuite il te faut de l'énergie et il te faut de l'eau. Ces 4 conditions, quand tu as ces 4 paramètres, les ressources humaines, les infrastructures, l'énergie, l'eau, tu as bien évidemment posé les conditions fondamentales à n'importe quel investisseur de l'intérieur et à n'importe quel investisseur de l'extérieur. Qu'en est-il du financement de ces infrastructures, justement? Alors, pour financer ces infrastructures, je pense qu'aujourd'hui, une fois qu'on a défini le cadre, politique, c'est ça, pour ça que c'est important de définir, de dire qu'est-ce qu'on veut comme société demain. Si on dit on veut une société de droit, nous voulons tout le droit international, rien que le droit international. Nous voulons la liberté, nous voulons l'ordre, la discipline, le respect de liberté de tout le monde. Nous voulons la concurrence, la démocratie. N'importe quel chef d'État au niveau planétaire, je parle des États de droit, je parle des États démocratiques, toutes les entreprises, etc. Ah, c'est où la Kabylie? C'est là, au cœur de la Méditerranée. Waouh, c'est magnifique, c'est stratégique, c'est riche, c'est des gens intelligents, c'est des gens ouverts. Ah, tu es juif, bienvenue, tu es catholique, bienvenue, tu es protestant, tu es bienvenu, tu es bouddhiste, tu es bienvenu, tu es musulman, tu es bienvenu, etc., etc. Tout le monde est bienvenu. D'où l'importance d'un mot d'ordre qu'il faudrait écrire sur tous les ports de Kabylie. J'en parle tout le temps parce que c'était quelque chose que tout le monde doit comprendre. Nous ne sommes pas un peuple sectaire, nous sommes un peuple ouvert, tolérant. La seule chose qui doit intéresser demain la Kabylie, ce n'est pas la haine, c'est l'amour et l'intelligence des gens. Et à partir de là, c'est quoi? C'est-à-dire, en Kabylie, bienvenue avec toutes tes croyances ou tes non-croyances. Chacun sera libre de croire comme chacun sera libre de ne pas croire. Et là, l'investisseur, pour qu'on ne se perde pas, quand les gens, les entreprises vont en ça, ils vont venir investir chez toi. Il faut juste qu'on soit un État de droit, un État respectueux des règles, et on joue gagnant-gagnant. La première bataille, je le dis, je le répète, au niveau sociétal, vraiment, c'est d'abord la liberté, l'égalité totale ancrée dans le préambule, je dis bien dans le préambule, de la Constitution kabyle, c'est l'égalité homme-femme. Et cette égalité, la première traduction, c'est dans l'héritage. Il faut que ça soit écrit noir sur blanc, un homme égale une femme. Dans les droits et devoirs. Absolument, absolument, droits et devoirs. Et s'il y a 2 arbres à partager, c'est un olivier pour la femme, un olivier pour l'homme.
Bien évidemment, l'école est très très insuffisante aujourd'hui à tout point de vue. Il y a une seule chose qu'il faut sortir de l'école, c'est l'arabe. La religion, on l'a réglée. On a dit chacun est libre de croire ou de ne pas croire. On n'obligera personne, on n'interdira personne. Chacun est libre. Mais l'arabe, ça ne sert à rien. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les propriétaires, les détenteurs, les enfants de l'arabisme. Ce sont les enfants de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, le Koweït, tous ces pays-là, personne n'utilise l'arabe. Personne, aucun pays. Tous ces pays-là utilisent l'anglais. Pourquoi l'Algérie c'est la poubelle? Enfin, tu me diras, ce n'est plus mon problème. Donc nous, on va essayer de nous inspirer. La première académie, c'est l'Académie des langues. Et cette Académie des langues doit être structurée autour, du kabyle qu'il va falloir développer, enrichir, populariser, lui donner sa place, toute sa place. 2, le français. 3, l'anglais. 4, l'espagnol. Une fois qu'on a ces 4 langues, n'importe quel kabyle peut travailler à l'échelle au niveau de la planète. Je suis obsédé par le boulot. Il faut que si j'investis dans ma jeunesse et que ma jeunesse finisse au point d'emploi, c'est un échec total. Mais pour gagner ce pari, il faut qu'on s'inspire des Allemands. Les Allemands, ils ont un des rares pays en Europe à avoir ce qu'on appelle le système d'éducation par alternance. Et l'alternance chez eux commence en classe de 3e au collège. Dès la 3e, l'enfant choisit son métier, il va au collège, il va en entreprise. Après, bien évidemment, au niveau sociétal, ce qui va être vraiment un chantier titanesque, c'est tout le travail de démantèlement. Parce que ce pays aura connu une colonisation culturelle de 63 ans. Mais c'est 63 ans de mensonges. 63 ans de mensonges. 63 ans de révisionnisme historique. 63 ans de terreur. Le chantier pour nettoyer tous les cerveaux, pour essayer de remettre chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Parce que tant qu'on n'aura pas fait ce travail, on sera sur des sables mouvants. On ne pourra jamais construire quoi que ce soit de solide. C'est comme si tu construisais une maison. Si tu la construis sur des sables mouvants, ta maison ne tiendra pas. Pour que tu aies des fondations solides, il faut remettre les choses à l'heure. Surtout que nous n'avons aucun problème à regarder les yeux dans les yeux l'histoire. Rien. Il y a beaucoup de gens qui doivent aujourd'hui s'excuser parce qu'ils furent longtemps ignorants. Ils n'avaient pas compris. Ou on leur a menti, etc. Et il y a l'autre sujet, on parle sur les questions sociétales. Bien évidemment, il y a tous ces gens qu'on appelle, que les militants, que tous les gens qui sont en casier, ce que vous appelez vous, les kabyles de service. Tout ça, ce sont des sociétés, des sujets de société. Et là aussi, bien évidemment, il ne faut pas jouer la terreur. Il ne faut pas reproduire les donneurs de leçons. Non. On ne va pas faire des camps de concentration, on ne va pas faire des camps de redressement. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Chacun doit faire son choix. Si on choisit l'état de droit, il faut qu'on reste des hommes et des femmes de justice et de droit jusqu'au bout. Mais ce n'est pas pour autant, je ne veux pas qu'on reproduise la faiblesse de l'Occident vis-à-vis d'un certain nombre de dictatures, que lesquelles dictatures connaissent parfaitement les faiblesses des états de droit, de démocratie, et profiter. Non. Nous, on sera aussi un laboratoire très intéressant sur ce sujet, entre l'application stricte pour nous, nos citoyens à l'intérieur, concernant l'état de droit, la démocratie, etc., mais dans nos rapports avec nos voisins,
ceux qui essayent de dire « Ah, c'est une société, c'est une démocratie, etc. C'est l'état de droit, donc on va pouvoir leur effacer, les manipuler, etc. » Non. Donc, à des démocrates, il faudra discuter démocratie. À des tyrans, à des mafieux, à des voyous, il faudra leur parler dans leur langage. Mess Dahmani, un vrai honneur et bonheur d'échanger avec vous sur l'ensemble de vos propositions que nous allons approfondir dans de prochaines émissions, comme je l'avais indiqué précédemment. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? La seule chose, d'abord, je vous remercie infiniment. Je pense que nous avons besoin de tout le monde. Quand on a ce rêve, on ne peut pas le réussir seul. On ne peut le réussir qu'ensemble, des gens de conviction. Il y a des gens qui sont convaincus, d'autres qui ne sont pas prêts, d'autres qui sont contre, mais ça c'est la dynamique humaine. Mais moi je suis profondément convaincu, je suis avec des gens qui sont convaincus, donc ensemble, chacun portera son truc et travaillons. Ce sera un chantier titanesque, mais avec courage, avec volonté, avec conviction, tout est possible. Donc faisons tout pour que ce possible devienne réalité.